Bonsoir, bonsoir à tous. Très ravi encore une fois de vous retrouver dans ces après-midi de la tech après la longue ou la petite pause, hein. Ça dépend un peu des émissions, des sujets d'actualité qu'on n'a pas débriefés. Et donc, si j'en juge par la pertinence de ces sujets, je dirais que ça a été une très très longue pause, comme me l'a rappelé Moustapha Der, un de nos discutants ce matin, parce que bien entendu, il y a tellement de grosses choses de l'actualité en lien notamment avec les télécommunications qu'on n'a pas débriefé parce qu'il y avait du numérique là-dedans, il y avait des télécoms, donc forcément du numérique, il y avait de l'investissement, ça regarde un peu le sujet de prédilection d'Abdou, les investissements et notamment les partenariats publics-privés. Je comprends qu'Abdou soit un peu très pressé pour ce panel parce que bien entendu, l'actualité des transports est également très très fournie ces jours-ci, l'actualité ferroviaire avec le lancement, le démarrage effectif du TER lundi prochain. Donc très rapidement, en tenant compte de la contrainte horaire d'Abdou Diaw, on va démarrer ce panel en remerciant Abdou Diaw et Oumar Mar d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Au départ, c'était Omar. Ensuite, c'est Abdou. Dans tous les cas, c'est toujours Abdou et Omar. Ils vont peut-être revenir un peu très rapidement sur leur belle amitié qui à résister à bien des turpitudes du temps. Et ça, bien entendu, on s'en félicite parce qu'on connaît très bien le sens de la complicité et de tout ce qui est entente quand on s'engage, et principalement dans le numérique où la réputation est importante parce que, bien entendu, cesse très rapidement tout ce qui est frontières géographiques. En plus de Abdou Diaw et de Omar Mar qui vont se présenter très rapidement, je salue l'ensemble du public que j'ai l'immense honneur et l'immense émotion en même temps de retrouver cet après-midi. Et bien entendu, nous allons donner au fur et à mesure la parole à nos discutants pour prolonger, voire challenger un peu ce que ces garçons, Abdou Diaw et Omar Mar, viennent nous rapporter cet après-midi. Donc très rapidement, comme on a démarré, Abdou Diaw, en tenant compte, comme indiqué tout à l'heure, de vos contraintes horaires, je vous donne en premier la parole avec bien entendu la complicité et l'autorisation de Omar Mar. Abdou, peut-être un premier mot sur votre parcours, comme ça on fait mieux connaissance avec vous. Est-ce que Abdou m'entend? Abdou Diaw, là j'ai l'impression qu'on a quelques soucis. Omar, est-ce qu'on m'entend de l'autre côté? Oui, je vous entends bien. Très bien. Abdou, on dirait qu'Abdou est figé. Abdou. Sinon, Omar, en attendant qu'Abdou nous revienne pour éviter ce qu'on appelle dans notre jargon le vide d'antenne. Oui, Abdou? Omar, est-ce que tu m'entends? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Je pense que c'était peut-être à mon niveau. En tout cas, merci beaucoup Ousmane et je voudrais d'abord vous saluer l'ensemble des auditeurs et vous exprimer toute notre gratitude d'être avec vous cet après-midi pour cette émission. Donc, d'abord me présenter à vous et à vos auditeurs. Donc, je suis Abdou Salam Diaw, je suis directeur général du cabinet IP3, que j'ai fondé il y a quelques années. Donc, on reviendra sur nos métiers tout à l'heure et sur nos services. Malheureusement, comme disait Omar, effectivement, j'ai une contrainte qui fait que je ne pourrai pas rester avec vous toute l'émission. Mais en tout cas, me tenir à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir concernant ce que nous faisons et concernant surtout la vision qui nous a mené à articuler ces deux problématiques importantes que sont l'investissement et le digital. Et c'est des choses aujourd'hui au quotidien dans nos métiers. Nous voyons la forte articulation qu'il y a dans ces deux leviers importants dans la transformation de nos pays et pour faire face aux différents challenges auxquels nous faisons face au quotidien. Donc, on est à disposition. Vos questions. Donc, c'était au moins. Oui, merci Abdou. On a bien noté. Dommage que vous avez des soucis, de véritables soucis de connectivité. Vous êtes déjà au rouge sur mon écran et Omar, pour être passé à l'ADIE, est très certainement très à l'aise sur ces questions
de connectivité. Merci Abdou. En attendant que vous régliez ça un peu, en essayant de partager peut-être votre 4G sur votre téléphone, nous allons poursuivre avec Omar. Omar, très rapidement, au-delà du fait que vous soyez passé par l'ADIE, de belles années là-bas, j'imagine bien, comme directeur des systèmes d'information, parlez-nous un peu de votre parcours très rapidement. Omar, le micro. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Ousmane. Et merci beaucoup à l'ensemble des invités, en tout cas, et auditeurs de ce panel qui, pour nous, est important. En termes de parcours, un jeune Sénégalais qui a fait ses études au Sénégal, qui a obtenu son baccalauréat déjà à l'Imamoulaye, ensuite à l'École polytechnique de Dakar, à l'ESP. Par la suite, nous avons eu à avoir l'opportunité d'intégrer l'ADIE durant presque plus de 10 ans, auxquels nous avons en tout cas eu la chance également de piloter des projets de transformation digitale dans l'administration sénégalaise. Et après, on s'est ouvert au niveau de l'Afrique particulièrement, parce qu'il y a beaucoup de défis en Afrique. Nous avons également eu la chance également de participer à pas mal de formations sur le leadership, sur le management, ce qui a permis, au-delà de nos compétences techniques, de développer beaucoup de compétences en termes de soft skills, qui nous a permis aujourd'hui d'engager une nouvelle carrière avec IP3 Conseil. Donc oui, voilà. Merci, oui. Merci Omar. Alors, très rapidement aussi, avant de redonner la parole à Abdou, en espérant le retrouver avec une meilleure qualité de réseau, aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait de quitter un géant tout de même comme l'ADIE pour s'engager en entrepreneuriat? On se dit quoi, qu'on hésite, qu'on plonge un peu dans l'inconnu? On se dit quoi quand on quitte un géant comme l'ADIE pour aller un peu en solo? Alors, ça, certainement, Abdou va y revenir, mais ça a été un rêve d'enfant. Depuis très longtemps, on a eu en tout cas l'objectif d'impacter, et c'est ce qu'on a fait à l'ADIE, dans l'administration publique. Après, quand on fait plus de 10 ans, 15 ans dans une administration comme l'ADIE, où on a quasiment gravité une bonne partie des différentes stations professionnelles, après, on a vraiment le goût d'aller au-delà de ce que nous avons en tout cas appris et fait au Sénégal. Et c'est ce qui a fait qu'on est convaincu qu'on peut encore impacter au Sénégal et dans l'international. Et je pense que c'est ce qui a conduit déjà à vouloir en tout cas aller à ce niveau. Sachant que même si on est dans le privé, on va continuer à impacter notre pays, on va continuer à contribuer en tout cas sur le développement de notre pays. Et pour nous, c'est vraiment en tout cas avoir une autre posture pour mieux impacter, entre autres. D'un point de vue personnel, pour moi, c'est lié à notre nature. Hein. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop souvent rester dans une position pendant longtemps. Et donc, quand il s'est agi d'avoir en tout cas fait cela à l'ADIE, on s'est dit pourquoi pas aller chercher autre chose ailleurs. Merci Abdou. Est-ce qu'Abdou nous entend? Abdou? Oui, je vous entends. J'espère que c'est... Voilà, très bien. Non, là c'est bon, Abdou. Vous avez fait beaucoup d'efforts et on vous en félicite, hein, côté connexion. Alors, très rapidement, Abdou, comme vous allez nous quitter d'un moment à l'autre, j'aimerais bien que l'on plonge un peu dans le sujet du jour. Quand on parle, bien entendu, de la thématique du jour, on serait très ravis que vous nous introduisiez un peu sur la thématique transformation digitale, investissement en même temps. Qu'est-ce qu'il faut en retenir aujourd'hui? L'articulation un peu entre les deux termes, je sais que vous ne jurez que par les PPP. Oui, je pense qu'effectivement, je ne jure que par les défis qui doivent en tout cas être pris en charge avec des outils qui doivent conduire en tout cas à des résultats beaucoup plus concrets, beaucoup plus probants. Et les défis, on le sait, ils sont nombreux. C'est d'abord des défis en termes de besoins en investissement dans tous les secteurs. Et on se rend compte que quelle que soit la problématique que nous prenons en Afrique, les déficits sont importants et les ressources dont nous disposons aujourd'hui pour faire face aux besoins sont très, très limitées. Il a fallu un moment faire preuve d'innovation. Il a fallu un moment peut-être aller au-delà des moyens auxquels on a jusqu'à présent fait appel pour pouvoir en tout cas
accélérer le processus de transformation de nos pays. Et en la matière, la problématique de l'investissement en particulier est un vrai sujet. Et les PPP se sont présentés comme un outil qui peuvent aider à accélérer ce processus de financement de nos défis du développement. Mais naturellement, quand on se rend compte que aujourd'hui, l'investissement privé est un outil. Au même titre, le digital est aussi un outil pour accélérer ce processus-là. Donc, nous, aujourd'hui, quand on a mis en place ce cabinet pour aider à la fois le secteur public et le secteur privé à mobiliser plus de ressources, on s'est rapidement et progressivement rendu compte que cette réflexion et ces outils-là devaient être articulés avec en tout cas des manières de travailler et des outils qui donnent un peu plus de valeur ajoutée. Je donne un exemple. Aujourd'hui, notre cabinet est en train d'accompagner l'État du Sénégal dans l'élaboration du Code des investissements. Pour le Code des investissements étant un outil de promotion de l'investissement privé, mais on se rend compte qu'au-delà du contenu d'un Code d'investissement, il faut avoir un dispositif qui puisse aider à opérationnaliser cet instrument institutionnel et juridique. Et que vous pouvez avoir un meilleur code si à la mise en œuvre, vous n'avez pas les bons outils, en tout cas pour aider à une bonne application de cet instrument, vous arriverez toujours avec des résultats limités. Et c'est pour ça que progressivement, à chaque fois que nous accompagnons des institutions publiques, nous avons ajouté cette valeur ajoutée en mettant en place des solutions digitales qui permettent de combiner les deux problématiques. Donc, aider à la formulation de politiques publiques à même, en tout cas, de conduire à des meilleurs résultats, mais en même temps articuler ça avec des solutions digitales qui puissent aider à la phase de mise en œuvre. Nous l'avons fait avec le ministère de la Santé, nous l'avons fait avec le gouvernement du Bénin, nous le faisons avec plusieurs structures au Sénégal. Donc, l'idée, c'est d'être sur les deux maillons, en amont dans la formulation de politiques publiques, dans la formulation des réformes, mais en aval dans la mise en place d'outils digitaux qui puissent permettre une mise en œuvre efficiente des politiques publiques. C'est un peu l'articulation que nous faisons qui donne fait que notre cabinet apporte une véritable valeur ajoutée dans ces approches. Oui, et pour vous qui voyagez, j'imagine, régulièrement en Afrique, on vous en félicite d'ailleurs, Omar et vous, pour cette ouverture un peu africaine, voire panafricaine. L'articulation entre les deux, investissement et digital pour une transformation structurelle du pays, comparé aux autres pays, on se situerait où et avec quelle performance ou pas? Oui, je pense que les dynamiques sont bonnes. Aujourd'hui, la prise de conscience, elle est effective dans l'essentiel des États africains. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit sur les problématiques ou sur l'impératif d'une plus grande participation du secteur privé dans le financement du développement, que ce soit sur l'impératif de la mise en place de politiques en matière de numérique qui puissent faire face aux enjeux de l'heure. Au niveau des États, au niveau des politiques publiques, il y a une bonne prise en compte de ces enjeux. Maintenant, effectivement, en termes d'opérationnalisation sur le terrain, il est vrai que les États ne sont pas forcément au même niveau, en tout cas n'arrivent pas au même résultat. Je pense que le Sénégal est sur la bonne dynamique, au même titre que d'autres États. Aujourd'hui, par exemple, le Bénin, véritablement, il y a des efforts très, très importants qui ont été faits ces dernières années, pour ne citer que ces deux pays-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un pas important qui a été franchi du point de vue des politiques publiques. Dans l'opérationnalisation de ces politiques publiques, quelle que soit la problématique, et que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat ou de l'encadrement des startups, il y a des dynamiques, mais ces dynamiques-là doivent être renforcées et accélérées pour arriver à plus de résultats. J'ai vu que Elhadji Ibrahima Thiaw applaudissait lorsqu'il a vu l'infographie faisant état de votre invitation par nous dans le cadre de ces panels en ligne. Il a beaucoup applaudi. Aujourd'hui, comment se porte Dakar, comment se porte le Sénégal d'un point de vue infrastructurel à l'heure actuelle, à l'heure du BRT, à l'heure du TER plus, disons, plus proche de nous dans le temps, à l'heure du PTN, à l'heure de beaucoup de choses côté infrastructure. Il faut s'en féliciter ou bien il faut se dire qu'il reste du chemin à faire? Oui, je pense qu'il faut s'en féliciter parce que c'est dans l'ordre normal des choses. Je pense que le développement requiert
une mise à niveau importante des infrastructures publiques, indépendamment des débats qu'on peut avoir sur le choix des projets prioritaires. Je pense que c'est des symboles d'un certain progrès qui est propre au développement. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est des avancées importantes dont il faut se féliciter. Et je pense qu'il faut accélérer également parce que les infrastructures, on le sait, c'est des préalables. C'est des préalables dont un État a besoin pour attirer de l'investissement. C'est des préalables dont un État a besoin pour bâtir les fondements solides. Et nos pays, nous le savons, quel que soit le domaine, souffrent d'un déficit important dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie et la mobilité. Aujourd'hui, au quotidien, nous vivons tous les contraintes. Il faut se féliciter des acquis, il faut les renforcer avec plus de solutions plus innovantes pour avoir un impact qui soit beaucoup mieux ressenti par les populations. Mais les progrès qui sont faits, à mon avis, c'est quelque chose dont il faut beaucoup se réjouir, à mon avis. Alors, le journaliste que je suis pose beaucoup de questions, mais si vous voulez vous libérer, n'hésitez pas à... Je vais en prendre une dernière. Voilà, très bien. Merci, Abdou. Alors, quand on parle de partenariat public-privé, PPP, beaucoup en parlent, mais ça veut dire quoi? Parce que le journaliste que je suis, bien sûr, je provoque un peu. Je me dis que pour faire un partenariat, pourquoi est-ce qu'on a besoin de toute une théorie sur les PPP, pourquoi on se retrouve, pourquoi on s'inspire d'exemples d'autres pays? C'est quoi un PPP ou des PPP? C'est quoi? Oui, disons que pour caricaturer, un PPP est un mécanisme qui permet de concilier les contraintes budgétaires et le besoin de régulation qu'un État peut avoir avec la capacité d'innovation et les moyens que le privé peut avoir. Le privé peut avoir la capacité d'innovation et les moyens sans avoir la possibilité d'investir dans du service public parce que c'est un domaine régalien de l'État. L'État peut avoir la possibilité d'investir dans du service public sans en avoir la capacité technique ou les moyens. Donc, cette conciliation des contraintes de l'État et des opportunités du secteur privé, c'est ça le mécanisme de partenariat public-privé qui requiert un encadrement particulier. C'est pourquoi il faut mettre en place un dispositif juridique spécifique qui soit dédié à ce mécanisme-là. Il faut mettre en place des instruments institutionnels. La plupart des pays aujourd'hui ont ce qu'on appelle des unités PPP qui aident les porteurs de projets PPP à bien les préparer parce que c'est des projets complexes, c'est des projets sur des durées importantes, donc porteurs de risques importants. Donc, en mettant en place tout ce dispositif, que ce soit juridique, institutionnel, et en renforçant les capacités des acteurs, vous pouvez vous assurer, en tout cas, de minimiser les éléments de risque qui sont intrinsèques au partenariat public-privé. Le Sénégal est un pays pionnier parce que depuis 2004, nous sommes dans le processus. Ce qui doit être renforcé au-delà des réformes et des instruments institutionnels, c'est la mise en œuvre des projets, parce qu'à ce niveau-là, des pays comme la Côte d'Ivoire atteignent beaucoup plus de résultats dans le processus de mise en œuvre des projets. Nous avons une longue expérience de réformes. La prochaine génération doit aider en tout cas de réforme, depuis la loi de 2021, doit aider à faire plus de projets PPP. Et je pense que la dynamique est en cours avec le ministère de l'économie. Merci beaucoup Abdou Diaw. Très ravi de vous avoir eu sur ce panel. Je vous remercie également. Un dernier mot, oui. Oui, je vous remercie. En tout cas, je voudrais vous remercier et laisser Omar continuer l'émission. Il dirige donc tous les projets PPP au niveau de notre cabinet. Il a aussi une grande expérience des autres sujets, donc il peut valablement parler des autres sujets à mon nom. Merci, monsieur le directeur général du cabinet IP3, dont Omar est le cofondateur, bien entendu. Omar Mar, ancien directeur du système d'information de l'ADE, l'Agence de l'informatique de l'État. Omar, je ne sais pas si une fois d'or, on peut parler de l'ADE ou pas. J'aimerais bien d'ailleurs avoir un regard sur la mutation, voire la suppression de l'ADE qui fait l'autre actualité. Il y a eu un gros pas parlementaire dernièrement avec la nouvelle société. Est-ce que vous êtes optimiste quant à une meilleure informatisation de la politique informatique du gouvernement, même si beaucoup estiment que informatiser aujourd'hui est un mot un peu dépassé? Tout à fait. Je pense que
ça ne me gêne nulle part, en tout cas, de parler de l'ADE une fois d'or, parce qu'après tout, je suis sénégalais, je suis impacté par l'ADIE, je peux avoir naturellement mon point de vue sur ce que l'ADE est en train de faire. Et je pense qu'avec cette nouvelle orientation, ma conviction est que l'ADE sera beaucoup plus impactant. L'ADE aura beaucoup plus de périmètre et certainement d'autonomie en termes d'action, en termes de finances. Et je pense que ça permettra de donner une autre orientation à l'ADE. Maintenant, vu que ce sera une société anonyme, si j'ai bien compris, je pense qu'également, ça permettra en tout cas de mieux s'ouvrir en tant que structure privée et de pouvoir être beaucoup plus exigeant sur certains nombre d'aspects, que ce soit sur l'infrastructure ou sur les services qui sont quasiment les deux leviers sur lesquels l'ADE, en tout cas, est interpellée. Oui. Maintenant, après, vis-à-vis des Sénégalais, je pense que naturellement, comme ce sera une société privée, moi, je pense que les Sénégalais seront davantage plus en alignement avec l'ADE et sur l'offre de services de l'ADE. Oui, l'ADE pour laquelle vous avez travaillé pendant de longues années, pour ne pas dire pendant 15 ans. Dites-nous un peu côté transformation digitale, parce que je l'avoue, hein, c'était le thème qu'on avait retenu avant d'inclure un peu Omar, Abdou Diaw dans le panel. La transformation digitale de l'économie, actuellement, quand on en parle au Sénégal, ça veut dire quoi exactement et où en est-on? Où en est-on surtout parce que j'imagine bien que l'ensemble du public connaît cette problématique. Alors, merci beaucoup Ousmane. Je pense que c'est un sujet qui est assez important. Aujourd'hui, on parle de transfert digital, que ce soit dans l'administration publique comme dans le privé, mais in fine, on cherche à impacter les usagers du service public ou les clients des organisations. Moi, je pense que d'un point de vue infrastructure, il y a un acquis, mais il y a également des freins. Et je vais commencer à ce niveau. D'un point de vue frein, moi, ce que je constate pour avoir fait une bonne partie de ma carrière dans l'administration et aujourd'hui dans le privé, ce que je constate, c'est l'inégalité de la pénétration Internet. Aujourd'hui, si vous voyez, il y a beaucoup de coins et recoins du Sénégal qui souffrent de cette connectivité. Récemment, on a fait une étude avec le ministère de la Santé pour les aider à élaborer le plan directeur informatique du ministère pour les 5 prochaines années. On s'est rendu compte que les districts qui sont au niveau des frontières du Sénégal ont des soucis majeurs en termes de connectivité. Et ça, on parle de ces frontières, mais même au niveau de certaines régions qui abritent pas mal d'habitants, la connectivité, elle n'est pas totalement couverte, ou bien même si elle est couverte, on se rend compte qu'elle n'est pas au même niveau que Dakar, où on a la fibre, où on a une bonne partie qui est bien connectée. Et même Dakar n'est pas très connecté dans certains endroits avec ce qu'on appelle les zones blanches. Nous en avons parlé avec le directeur des affaires juridiques de la RTP la semaine dernière. Naturellement. Je sais que dans la banlieue vers Yeumbeul, Keur Massar, en tout cas certains endroits de Dakar, il y a lieu de renforcer la connectivité. La fibre vient d'arriver tout récemment dans la banlieue. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes de population, on a beaucoup plus de gens dans la banlieue. Je pense que ça, c'est un élément qui est important. Donc, premier frein de la digitalisation, même s'il y a eu des pas, ce qu'on constate, c'est l'inégalité en termes de pénétration du service Internet. Deuxième chose, moi, je vois qu'en termes de transport digital, ce qui va supporter l'Afrique et le Sénégal, c'est le fait d'avoir des startups qui sont portées par des jeunes Sénégalais. On a une population au niveau continental d'environ 1,3 million de personnes. La jeunesse africaine représente 50%. Mais si on regarde les entreprises, en tout cas digitales, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de champions. Et je pense que l'Afrique a sa jeunesse, je le dis souvent, l'Afrique a sa jeunesse, mais l'Afrique n'a pas forcément ses entreprises. Il faut qu'on parvienne à avoir des géants comme InTouch qui parvient à dépasser le Sénégal et aller dans les autres pays, Pays Dunia. Il faut qu'on parvienne à avoir en tout cas des cabinets, des structures africaines qui parviennent à faire beaucoup de pays. Et je pense que ça, c'est un grand défi également. Oui, mais est-ce que le grand défi, d'abord, Omar, j'use peut-être et j'abuse un peu de ma liberté de ton en tant que journaliste, est-ce que le premier défi n'est pas finalement de faire confiance à nos acteurs locaux au Sénégal, de leur donner les gros marchés au lieu d'ouvrir, par exemple, notre état civil, nos données stratégiques à des étrangers? Je n'ai rien contre les étrangers, mais dans d'autres pays, ça ne se fait pas. Ousmane, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ça. On ne peut pas créer de champions si les leviers pour les créer, on les donne aux autres. Ce qui est clair, moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'entreprises sénégalaises, beaucoup d'entreprises africaines qui peuvent faire énormément de choses. Mais malheureusement, dans nos pays et même dans nos États, il y a de ces sujets, on préfère
traiter avec des géants. Et le plus grand défi, c'est que même si on traite avec des géants, l'idéal serait d'avoir des structures au niveau local. Mais Omar? Oui. Oui, mais un géant était petit au départ. On ne naît pas géant, on le devient. Non? Naturellement, je suis d'accord, mais si on n'investit pas sur nos petits, demain, on ne les verra pas géants. C'est ça le souci majeur. Donc, je pense qu'au lieu de renforcer uniquement les géants, il faut investir sur les petites entreprises pour arriver à les, demain, à les donner la possibilité de concurrencer les géants. C'est ça. Merci. Oui, oui. Alors, avant d'aller plus loin, je vois que Cheikh Sarr lève la main et moi, je traite bien mes esclaves serrés parce que je suis gentil. Cheikh, tu veux un peu réagir à ce que vient de dire Omar ou ce que vient de dire Abdou Diaw? Ouais, ben, cette fois-ci, je te pardonne. Très bien, Donc, très bien. ouais, je voudrais réagir par rapport à la connectivité parce que l'autre fois, je l'ai entendu dans le programme de Barthélémy Diaz, en fait, pour aller conquérir la mairie de Dakar. Il parlait en fait de la technologie Li-Fi. Donc, moi, je me posais la question, est-ce que vous, déjà, vous avez pensé à ce type de solution-là pour pouvoir équiper tout Dakar, déjà dans un premier temps, et après aller dans le banlieue? Donc, j'ai une question par rapport à ça. Oui. Omar? Merci beaucoup. C'est cher, non? Oui, c'est ça. Voilà, malheureusement ou heureusement, je ne suis plus à la DIE. Donc, je pense que ça, Ousmane va garder le point pour la prochaine interview de Cheikh Bahoum ou des autres agents de la DIE. Bon, mais ce que je peux constater... Mais Omar, Omar, en même temps, c'est très facile. Hein? Cheikh Sarr n'a pas tort. On travaille quelque part dans une entreprise pendant des années. On est aussi comptable du bilan de cette entreprise. Oui, mais bien sûr, bien sûr. C'est facile, hein? Oui. Mais bien sûr, pour vous dire vrai, pour ce qui est du bilan, mais naturellement, moi, je considère que j'ai eu à contribuer très positivement, en tout cas sur le bilan de l'ADIE. Aujourd'hui, sur tout ce qui est digitalisation, dématérialisation, je pense que j'ai eu à contribuer. Le Télédac, particulièrement, c'est moi qui l'ai conduit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets, en tout cas, dans ce domaine sur lesquels on a eu à participer. Mais je voulais répondre à Cheikh en disant que moi, ce que je constate dans beaucoup de pays, y compris le Sénégal, en termes d'administration publique, il y a beaucoup de réalisations, il y a eu beaucoup d'impact. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est souvent un problème de vision ou de moyens. Ça, c'est les premiers points qu'on constate en Afrique. Mais deuxièmement, l'administration centrale est en train de se moderniser, mais l'administration locale a du peine à se moderniser. Aujourd'hui, il y a un programme qui est porté par le ministère du numérique, mais au niveau des collectivités locales, le digital n'est pas forcément intégré dans le plan stratégique. Ça, c'est un point qu'il faudra tenir compte, en tout cas, pour les prochaines en tout cas, plan stratégique de développement des collectivités locales. On a fait le même constat au Bénin parce qu'on revient de Bénin après un séjour avec les collectivités locales. On s'est rendu compte que c'est quasiment la même chose au Sénégal. L'administration locale, centrale est en train de se moderniser, mais au niveau des communes, il n'y a pas en tout cas un bon portage de la transformation digitale. Ça, je ne sais pas, vous, en tant que porteur de voix, qu'est-ce que vous devriez faire pour sensibiliser les autorités locales? Mais il ne peut pas y avoir de transformation digitale à l'échelle d'un pays si au niveau local, ceci n'est pas porté. Oui, Omar, en fait, sûrement, Cheikh Sarr va rebondir, mais comme vous parlez de moi comme un porteur de voix, je ne sais quelle voix d'ailleurs, à part la mienne, je ne voudrais pas avoir cette prétention de porter la voix de tout le monde. Mais ce qu'on constate au Sénégal, c'est que on parle de digital, bien évidemment, on parle de passeport numérique, de carte d'identité numérique, mais comprenez et constatez avec nous qu'au départ, la promesse était qu'on puisse avoir ces pièces, ces documents très rapidement, mais maintenant, on retombe un peu dans le vieux système. On dépose une carte, on attend beaucoup de temps, beaucoup de jours, voire beaucoup de semaines pour récupérer cette carte. Or, ce n'était pas la promesse au départ. Est-ce que finalement, au Sénégal, on ne vit pas un peu à l'hybride? Autrement dit, on bascule dans le digital, oui, mais avec les vieilles pratiques à côté. Est-ce que ce n'est pas ça le problème finalement? Oui, Ousmane, c'est tout à fait vrai. Le problème, c'est qu'il faut faire du digital, mais il faut plus mesurer l'impact du digital. Aujourd'hui, les gens, ils peuvent arriver à dématérialiser des processus, à numériser des procédures,
Mais après, le problème qui se pose, c'est qu'on ne prend pas le temps pour mesurer l'impact en termes de coûts et de délais. Quand on digitalise une procédure comme le permis ou bien le passeport, l'obtention du passeport, il y a le processus et il y a les documents. Souvent, on optimise les documents en mettant une plateforme et on oublie les processus ou les formalités. Il faut arriver à regarder les formalités là où ça prend beaucoup plus de temps, essayer de les optimiser. C'est de là qu'est née l'idée des guichets uniques. Le fait d'avoir un guichet unique auquel vous déposez et la minute qui suit, le dossier il est traité, ça, ce n'est pas seulement digital, c'est organisationnel. C'est la raison pour laquelle on parle de transformation digitale. Il y a votre ami Mohamed Mbeng qui dit... La fameuse phrase. Oui. La fameuse phrase. Et c'est une vérité. Mais on peut la rappeler. Rappelons la fameuse phrase. Il y a deux mots. Il y a un seul mot qui est important dans transformation digitale et ce n'est pas digital. Voilà, c'est transformation. Voilà. Donc, il faut arriver à apporter le digital, mais que le digital soit juste un outil de transformation. Alors, donc, maîtriser tout le processus, optimiser les processus d'un point de vue humain, d'un point de vue organisationnel. C'est ça les points sur lesquels on doit mettre l'accent également, en plus des solutions. Mais malheureusement, on apporte des solutions sans pour autant prendre en compte cet aspect-là qui est pour moi très important. Mais finalement, on retient quoi? On retient quoi? C'est un problème de volonté politique, c'est un problème de sérieux, c'est un problème de suivi. C'est quoi le problème du Sénégal qui baigne dans un univers numérique plus que jamais, disons, confortable et qui en même temps pêche sur bien des aspects? C'est quoi le problème du Sénégal? C'est quoi le problème de notre administration publique? Ousmane, moi, je vois plusieurs niveaux le problème. Le premier point que je trouve qu'il faudra qu'on améliore, pour moi, c'est, je ne dirais pas la vision, mais le portage de la vision. On a déjà une vision, on a un document stratégique, mais le portage de la vision, pour moi, il est important. Et je donne un exemple pour étayer cela. J'ai été très surpris. Récemment, j'étais dans un pays, au Bénin particulièrement. J'ai assisté à une réunion où c'est le ministre du numérique ou la ministre du numérique, Aurélie, qui fait une réunion de suivi des projets opérationnels. C'est comme si, par exemple, au Sénégal, on faisait une réunion où il y a le ministre, il y a le DG de l'ADIE et par exemple, le DSI de l'ADIE pour suivre. Et ça, c'est des réunions qui sont systématiques. Chaque semaine, il y a des réunions de suivi. Pour moi, là, ça montre déjà le portage. Le portage, ce n'est pas seulement le fait d'avoir un document stratégique, c'est le fait de suivre, d'orienter et d'ajuster. Pour moi, ça, il y a un problème à ce niveau. Deuxième point que je vois, qui pour moi est un prérequis, on ne peut pas parler de transformation digitale si la base n'est pas solide. Pour moi, la base au Sénégal reste d'être solide parce qu'on a des prérequis qu'on ne parvient pas à lever, comme l'identité digitale. On parle de l'identité numérique. Pour nous, c'est un sujet politique ou un sujet stratégique ou même des discours, mais c'est un prérequis indispensable pour aller vers la transformation digitale. Il faut Oui, excusez-moi, je rappelle juste pour ceux qui nous font l'amitié de nous suivre que l'identité digitale a été au cœur de l'actualisation et de l'opérationnalisation de la stratégie Sénégal numérique 2025 et depuis, j'avoue qu'on n'a aucune nouvelle. Mais voilà, ça, souvent, au-delà de l'expression, pour moi, ça doit être quelque chose qui doit être porté par la haute autorité. Et ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et moi, je vais vous dire l'impact que cette identité va avoir. L'identité digitale, si on parvenait à le faire, on aurait déjà un seul identifiant pour un usager et lui permettre d'avoir accès à tous les services de l'État. C'est très fondamental. Au niveau de l'État, il suffit d'avoir l'identité de la personne pour avoir des informations le concernant au niveau des transports, au niveau du commerce, au niveau des impôts, au niveau de l'état civil. Ça permettrait de fédérer l'ensemble de ces informations. Ça permettrait également de mettre en cohérence le système d'information de l'État. Aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau. Et encore mieux, malheureusement, chaque secteur essaye de voir ses propres identités. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais pour moi, les efforts peuvent être mutualisés pour arriver à avoir une identité unique qui peut être partagée avec un système d'identité déduite qu'on pourrait engager. Par exemple, le numéro de téléphone, c'est un identifiant qui est déduit de la personne. Mais aujourd'hui, pour moi, ça, c'est un prérequis qu'il faudra satisfaire. Après ce prérequis, il faut parvenir également à avoir, en tout cas pour moi, je le dis souvent, dans l'administration comme dans le privé, mais particulièrement dans l'administration, il faut qu'on ait
des gens qui peuvent driver les projets. À l'ADIE, on peut citer des exemples des gens qui ont vraiment impacté. Récemment, vous voyez Smart Sénégal, qui est piloté par Moustapha Kane. Il y a un impact très, très, très fort. Il y a d'autres projets comme ça, comme le projet SIGIF, comme d'autres projets sur lesquels on sent que c'est des projets qui ont des impacts. Mais je pense que globalement, il faut qu'on parvienne à avoir des projets de transformation de cette dynamique-là pour permettre en tout cas de mieux impacter à ce niveau. Oui, Cheikh, tu veux rebondir un peu, Cheikh Sarr? Ouais, moi, ce que je voulais juste ajouter, c'est par rapport aux porteurs de ces projets-là. Parce que souvent, même dans les collectivités locales, en fait, ces projets-là peuvent peut-être exister, mais peut-être est-ce qu'il y a des gens à l'intérieur qui vont porter ce projet-là. Parce que souvent, dans l'administration, je vais le dire, hein, souvent, on a des gens en fait, qui ne sont pas au contact direct en fait, du digital. Peut-être qu'ils ne l'utilisent pas. Peut-être qu'ils en ont pas besoin parce qu'à leur époque, ils n'avaient pas besoin de ces outils-là. Je pense qu'en fait, dans les collectivités locales, il faut des jeunes aujourd'hui qui vont les intégrer, comme ça, qui vont porter ces types de projets-là, parce qu'eux, ils sont beaucoup plus proches de ces nouvelles technologies-là qui vont arriver. Et comme ça, ils pourront porter ces projets et encourager les leaders à les mettre sur place. Donc, je pense qu'en fait, c'est beaucoup plus en fait un problème de leadership qui fait que ces projets, on n'arrive pas à les démarrer et aussi à les maintenir pour atteindre les objectifs qui ont été fixés au début. Oui, Omar? Effectivement, c'est pour appuyer ce que Cheikh a dit. Il y a un sérieux problème de leadership sur certains projets. Je pense qu'au-delà de... Et ça renvoie le mot transformation, encore une fois. C'est les leaders qui transforment. Le digital, il est fait par les ingénieurs. Et donc, il faut arriver à avoir des leaders à ce niveau. Dans tous les domaines, en tout cas de l'économie, pour qu'on parvienne à mettre en tout cas en exergue cette transformation digitale, il faut qu'il y ait des leaders à ce niveau. Ouais. Et pour ça, moi, juste avec l'expérience que j'ai dans le secteur privé, j'ai aujourd'hui des clients avec mon entreprise Saraba Labtech, des entreprises qui sont dans l'immobilier, mais le leader, c'est quelqu'un qui est né dans les années, disons, où les nouvelles technologies n'étaient pas encore arrivées. Mais je vous assure qu'ils ont des projets qui atteignent des milliards, mais ils n'ont pas de page réseaux sociaux, ils n'ont rien, ils n'ont même pas de site web. Donc, souvent, en fait, le problème qui se pose, en fait, c'est ça. Donc, ces équipes-là, il faut ces jeunes-là qui vont venir avoir leur mot à dire et se dire il faut que l'entreprise aussi puisse investir dans le digital. Et je pense qu'en fait, si ça se fait dans le secteur privé, ça doit aussi se faire de cette manière aussi dans le secteur public aussi. Merci, merci beaucoup, Cheikh Sarr. Alors, très rapidement, Omar, nous allons donner la parole à un autre geek, hein, comme on dit, Moustapha Der. Est-ce que Moustapha Der nous entend? Oui, bonsoir, Ousmane. Bonsoir Moustapha. Je te présente Omar et au public des après-midi de la tech que vous connaissez déjà pour être passé nous voir il y a quelque temps à la faveur de l'apparition de votre série de volumes sur la programmation, un déjà paru. Peut-être un mot de présentation avant de rentrer un peu dans le débat. Ok, merci Ousmane. Je me présente, je me nomme Moustapha Der. Je suis ancien chercheur au niveau de l'école supérieure nationale de télécom, ESMT. Et maintenant, j'interviens dans tout ce qui est génie logiciel et dans tout ce qui est IA, intelligence artificielle. Merci Moustapha. Alors, je rappelle donc que vous avez publié un livre, un volume. C'est le début d'une très belle et longue série sur la programmation informatique. Bon, je vous laisse interagir directement avec Omar Mar. Ok, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, hein, j'ai écrit 2 ouvrages qui s'intitulent Le guide du génie logiciel, tome 1 et tome 2. Oui. Dans le tome 1, maintenant, j'ai parlé de tout ce qui est algorithmique, la base, maintenant, niveau 1, niveau 2, appliqué maintenant à des langages comme le C, le C++ et le Python. Donc, c'est un langage vraiment intéressant. Bon, sur les cas, peut-être on peut discuter après. Oui. Le tome 2 également aussi, là aussi, c'est une continuité du tome 1, donc à un niveau un peu plus avancé, avec là la partie, les structures de données complémentaires, appliquées maintenant au langage également, comme le C, le Python et le Java. Donc, l'inauguration, c'est quand? Rappelez-nous, s'il vous plaît. Oui, effectivement. On a prévu de faire la cérémonie de dédicace le 8 janvier à la salle de l'Harmattan.
Donc, c'est lui qui très bien, voilà. Voilà. Tout le monde est invité à venir assister également à cette cérémonie-là. De fait, tout le monde est invité et de fait d'ailleurs. Merci beaucoup, Moustapha. Alors, vraiment bravo pour ce livre-là. Et je ferai le partage d'ailleurs du lien vers le panel que l'on a eu ensemble un peu plus tard. Je vous laisse maintenant interagir avec Omar Mar. Effectivement. Et comme vous l'avez si bien dit, hein, je suis vraiment content quand même d'écouter tous ces propos-là qui sont vraiment intéressants et qui parlent de digitalisation et aussi du PPP. Et j'en profite pour remercier déjà M. Mahat quand même pour tout le travail déjà qui est fait. Et c'est important parce qu'on est à un moment tel qu'on est obligé de s'adapter. Et ça, c'est au niveau étatique. Et tous les pays également, tout le monde doit s'adapter déjà. Et à la base, maintenant, quand on parle de digitalisation, il faut aussi passer par la formation. C'est fondamental. Vous l'avez dit tantôt, maintenant, la partie de transformation, elle est importante, mais il faut que les gens soient bien formés. Et la formation, maintenant, aussi, doit porter maintenant sur des secteurs porteurs et émergents. Et ça, c'est important. Et c'est ça qui m'a rassuré également quand j'ai entendu parler tantôt de Mouché Omar sur ses propos. Et de même Mouché Sarcher également, qui a très bien parlé également. Je suis en phase avec vous, hein, donc, mais je veux juste qu'on mette l'accent aussi sur la partie formation. Et quand on dit formation, ce n'est pas seulement la formation après le bac, mais avant le bac également, c'est fondamental. Donc, il faut également que, à mon niveau, quand même, il faut que je pense qu'il faut qu'on voit maintenant d'autres stratégies également à mettre en place pour que les gens soient formés depuis le bas âge, depuis le bas niveau, et que les gens soient initiés au codage. C'est fondamental. Et c'est important. Il ne faut pas attendre d'avoir le bac pour aller vers l'informatique, quoi. Il faut le faire bien avant maintenant, quoi. C'est ça un peu le point sur lequel je voulais commencer, tout en félicitant maintenant tout en chacun également pour les initiatives et les projets sur lesquels vous travaillez. C'est vraiment important. Merci. Merci beaucoup, Moustapha. Omar? En tout cas, merci beaucoup, Moustapha. Et je suis très content de voir, en tout cas, des jeunes chercheurs et sénégalais, et même africains, arriver à formaliser leurs connaissances à travers des livres, à travers la rédaction. Pour moi c'est très fondamental. C'est rare de voir des œuvres, surtout dans ce domaine, portées par des jeunes et particulièrement des jeunes africains. Moi, je me rappelle quand on était étudiant, on cherchait des livres d'algorithmes écrits par des Sénégalais, mais l'unique référence qu'on avait, c'était Keba Diop, qui a écrit pas mal de choses sur l'algorithme et sur certains nombres de sujets en informatique. Donc, vraiment, merci beaucoup et toutes nos félicitations, Moustapha, et on te souhaite plein succès par rapport à ça. Alors, pour revenir sur l'impératif de la formation par rapport aux objectifs et aux visions de transformation digitale portées par les entreprises et les États, je pense que la formation, elle est fondamentale. Et je donne l'exemple du Rwanda. Vous savez, au Rwanda, quand ils ont mis en place leur plan stratégique de développement du numérique, ils ont un volet qu'ils ont appelé la formation digitale pour tous, entre autres. Et sur ce volet-là, ils ont mené des actions qui, pour moi, sont très fondamentales. Et parmi ces actions, il y a l'ouverture des smart classes. Les smart classes, c'est quoi? C'est qu'on intègre déjà la formation digitale dans le cursus des élèves, dans le cursus des étudiants et dans les écoles de formation pour qu'il y ait déjà une bonne appropriation des concepts de base, mais également une bonne appropriation de certains outils. Et aujourd'hui, le Rwanda fait partie des géants en Afrique dans ce domaine et est cité, de même que l'île Maurice, de même que Cap-Vert. Tous les pays qui ont réussi à intégrer la transformation digitale dans leur politique publique ont pris en compte la dimension formation. Au Sénégal, il y a des avancées. Je sais que l'ADIE, avec le ministère, a ouvert des salles multimédia dans pas mal d'écoles. Et je sais que si on parvient à le capitaliser et à le renforcer, ça peut avoir un impact. Récemment, à l'ENA, l'École nationale d'administration, le sujet s'est posé. L'ENA a intégré certains modules de transformation digitale dans son programme parce qu'on s'est rendu compte que ceux qui gèrent ce pays, la plupart sont sortis de l'ENA. Le fait de les doter de formation dans ce volet, ça permettrait, par exemple, à l'ADE de mieux parler avec les secrétaires généraux, avec les directeurs de cabinet, avec les ministres. Et je pense que ça, c'est fondamental. Après, d'un point de vue opérationnel, il y a des sujets qui sont très pointus, comme ce qu'il a dit, sur l'intelligence artificielle, sur la programmation, sur les objets connectés, sur les blockchains. Je pense que ça, c'est des sujets qu'il faudra essayer d'intégrer dans la formation des jeunes. Oui. Très souvent, les jeunes ont la curiosité de regarder, de visiter et de faire des recherches, mais je ne suis pas convaincu que ces programmes-là soient foncièrement
intégrés dans le dispositif éducationnel d'aujourd'hui. Donc, voilà ce que je voulais dire à ce niveau. Moustapha. Merci, merci beaucoup Omar et merci Moustapha. Là, nous allons donner la parole à Babacar. Est-ce que Babacar nous entend? Voilà, si Babacar Niang peut activer ou réactiver son micro, il fait partie de nos discutants, il va réagir à ce qui se dit. Sinon, avant Omar, pour toi, le consultant, quand on arrive dans une entreprise, par exemple, et qu'on veut aider à sa transformation digitale, très rapidement, avec des cas pratiques ou un cas pratique, comment on peut l'y amener? Quelles sont les principales étapes? Alors, pour ça, c'est très intéressant quand nous, on vient dans une organisation pour aider à la transformation digitale. La première chose à faire, c'est de mesurer la maturité digitale de l'organisation. La maturité digitale de l'organisation, c'est sur un certain nombre de leviers. En termes de connectivité, est-ce que l'ensemble des instances de l'organisation est bien connecté? Est-ce que l'ensemble des directions sont connectées? Est-ce que les agents sont connectés? Donc ça, c'est le premier niveau. Est-ce qu'il n'y a pas une entité de l'organisation qui est complètement déconnectée par rapport à l'organisation? Ça mesure le niveau de maturité de la connectivité. Deuxième chose, on regarde les processus. On parvient à identifier sur la base de l'organigramme, sur la base des missions de l'organisation, on parvient à avoir une cartographie de l'ensemble des actions qui sont attendues, que ce soit les actions de support, parce que vous savez, dans une organisation comme, par exemple, une fonction comme la comptabilité, c'est une fonction support. Une fonction comme la gestion des ressources humaines, c'est une fonction support. Par exemple, une fonction comme la vente, ce n'est pas une fonction support, c'est ça qui tire l'entreprise. Ça, c'est les fonctions métiers de l'entreprise. Donc, on parvient à faire la cartographie de l'ensemble de ces fonctions et on regarde les interactions qui peuvent exister entre les fonctions. Et ça donne la maturité opérationnelle. Et avec cette maturité opérationnelle, on parvient à voir ce qui est manuel, ce qui est informatisé, ce qui est digitalisé, ce qui est archivé, ainsi de suite. Ça donne déjà une idée sur les processus. Après ce deuxième niveau de maturité, on regarde la maturité vis-à-vis des clients. Est-ce qu'on parvient à maîtriser notre clientèle? Est-ce qu'on parvient à avoir la cartographie de notre clientèle? Sur chaque produit, est-ce qu'on en est cible? Est-ce que sur chaque produit, on parvient à capter nos cibles? Et c'est ça qui va permettre de mesurer le niveau de satisfaction de l'usager, le niveau de satisfaction du client. Arriver à dire que sur ce segment-là, il faut ajuster l'offre pour mieux impacter le client. Donc, on fait la maturité infrastructurelle, la maturité organisationnelle, la maturité vis-à-vis du client. Et après ça, on va regarder maintenant la vision. Et sur la base de cette vision, on bâtit l'architecture d'entreprise sur laquelle votre ami Ben Aya, il a une expertise très importante. Donc, on bâtit l'architecture d'entreprise et après, on commence à mettre en place les dispositifs opérationnels. Et après ça, le dernier défi, c'est la conduite du changement qui souvent est laissée en rate. Et pour moi, représente plus de 60% du succès des projets de transformation digitale. On termine souvent avec ce volet conduite du changement, formation, sensibilisation. Donc voilà entre autres les différentes étapes. Merci Omar. Donc je renvoie vraiment tout le monde à ce panel. C'est d'ailleurs le premier vrai panel de ces après-midi de la tech. Donc le premier numéro, il y a plus d'1 an aujourd'hui. C'était avec Hamadoun Ben Aya et c'était une sortie qui avait suscité beaucoup de commentaires, beaucoup de bons commentaires bien entendu parce qu'il avait peut-être mis le doigt là où ça fait mal. Alors moi j'ai une dernière question avant d'ouvrir la parole à Babacar Niang qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous cet après-midi. Quand on vient dans une entreprise, quels sont les signes avant-coureurs qui disent ou qui indiquent que cette entreprise-là, elle n'est pas dans la transformation digitale? À première vue, quand on rentre dans une entreprise, qu'est-ce qui permet de dire que telle entreprise n'est pas vraiment dans la transformation digitale? Alors, sur ça, il y a 2 niveaux. Il y a au niveau interne, est-ce qu'on a une maîtrise des processus? Est-ce que l'outil digital est utilisé d'abord avant même d'aller vers la transformation? Est-ce que l'outil digital fait partie des outils qu'on utilise? Alors, une fois qu'on parvient à le faire, c'est comme un bâtiment. Un bâtiment, dès que vous rentrez dans un bâtiment, s'il y a des fissures, déjà, vous allez vous dire que déjà, est-ce que ce n'est pas un problème d'architecture ou un problème de construction? Soit l'architecture d'entreprise n'est pas bien posée, soit aujourd'hui, il n'y a pas une bonne interopérabilité entre les différents systèmes,
il n'y a pas un bon niveau de sécurité, la donnée n'est pas maîtrisée, l'infrastructure support n'est pas bien stabilisée. On se rend compte, c'est comme à l'image d'un bâtiment. Vous rentrez dans un bâtiment, s'il y a une ampoule qui est verrouillée, vous allez vous en rendre compte. S'il y a des fissures, vous en rendez compte, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ce diagnostic-là en interne qui va donner le niveau de maturité de l'architecture et des applications. Après ça, c'est le niveau de satisfaction que le client peut avoir vis-à-vis de l'offre de service. Si on a notre offre de service qui est fermée, qui n'est pas ouverte, qui aujourd'hui, pour l'adresser, on est obligé de venir dans nos locaux, ça pose un problème. On est dans un monde où aujourd'hui les gens vendent des produits sans pour autant les connaître, ni pour autant détenir le produit. Et donc, arriver à faire une bonne transformation digitale sur certains sujets, c'est arriver à avoir des dispositifs comme ça. Donc, on regarde côté client. Est-ce que le client il se retrouve dans notre modèle? Est-ce qu'il est satisfait? Est-ce qu'on parvient à atteindre nos objectifs de performance? Et c'est tout ça là réuni qui nous permet de voir est-ce que la transformation digitale est à un niveau de maturité acceptable et quels sont les leviers sur lesquels on doit s'appuyer pour pouvoir ajuster et aider l'organisation à mieux peaufiner son offre de service. Merci, merci beaucoup. Alors est-ce que Babacar nous entend cette fois? Babacar? Oui, Ousmane, donne-moi quelques minutes, je suis en réunion, s'il te plaît. D'accord, c'est bon. Babacar va nous rejoindre dans quelques instants. Reste à savoir maintenant, Moustapha, si Omar, si Babacar nous trouvera là ou pas, parce qu'on est, voilà, on est à quelques minutes de la fin de ce panel. Moi, j'aimerais bien que vous reveniez un peu sur les offres de services, votre offre de service en tant que cabinet IP3. Et bien entendu, selon mes informations, vous êtes également sur un autre cabinet, Omar. Déjà, comment on peut être sur deux cabinets à la fois, au même moment, très rapidement? Alors, effectivement... Question de forme. Hein? Alors, merci beaucoup. Je pense que sur le principe, Abdoulaye dit, IP3, on l'a créé. À la base, le I, c'est investissement. Le P3, c'est PPP. Donc, à la base, c'est investissement et partenariat privé. Et c'est moi qui ai introduit avec Abdou le volet digital. J'ai voulu transformer le I de investissement en informatique. Aujourd'hui, on a notre offre de service, mais l'offre de service de IP3 est plus orientée sur des outils qui sont liés aujourd'hui avec le secteur de l'investissement et des partenariats publics-privés. À côté de IP3, effectivement, on a créé un cabinet qui est orienté sur la digitalisation, sur la dématérialisation. Quasiment, j'ai plus de 10 à 15 ans d'expérience sur ça. Et c'est véritablement le cœur de métier sur lequel je suis. Aujourd'hui, avec KGM Consulting, on a accompagné le ministère de la Santé, on est en train d'accompagner la mairie de Dakar, on est en train d'accompagner au Bénin les collectivités locales, une dizaine de collectivités locales. On est en train d'accompagner également avec IP3 le gouvernement du Bénin, sur lequel on a engagé un gros projet de transformation digitale. Il s'agit de mettre en place une plateforme d'ingénierie documentaire pour les 24 ministères du Bénin, y compris les agences et certaines institutions. Donc, l'idée, c'est d'arriver à bâtir une plateforme gouvernementale à partir de laquelle on parviendra à déployer certains outils comme la gestion du courrier, comme la gestion et la digitalisation des archives, parce que les archives, c'est très fondamental, le courrier également. Le courrier dans l'administration, c'est ça qui donne de la matière dans une administration. Et tout ce qui est fait dans une administration publique est à la fin sanctionné par le courrier. Donc, arriver à digitaliser le courrier, c'est tout simplement arriver à capter toutes les traces, en tout cas, toute l'activité d'une entité publique. En plus du courrier, on est également sur le déploiement d'outils de gestion électronique de documents, qui est GED. Et sur IP3, on a une bonne expertise de l'outil open source March que les gens utilisent et on a un pôle d'excellence sur ça. Du côté des KGM, on est plus sur aujourd'hui des actions d'AMOA, appui conseil, comme fait certains cabinets comme Deloitte, comme GTT. On est plus à ce niveau-là. Voilà. Merci Omar. Alors, heureusement, on n'a pas Babacar Niang, mais on a Mamadou Niang. Comme quoi les Niang se sauvent. Là, je dois présumer que c'est un frère, Mamadou. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Merci, au revoir. Merci. Donc, c'était juste pour poser une question. Une présentation de vous, s'il vous plaît, d'abord. D'accord, je suis Mamadou Niang, je suis Risk Manager à Expresso. Oui.
Ouais. Donc, bienvenue, Mamadou. Ravi de vous avoir sur ce panel. Merci beaucoup, c'est partagé. Donc, je voulais juste poser une question à notre panéliste qui nous a fait une très belle présentation. Donc, la première question, c'était de savoir aujourd'hui quelle est la place de la gestion des risques dans la transformation digitale. Parce que récemment, on a entendu parler d'une brèche informatique et que tous les gouvernements en parlent parce que tout le monde peut être impacté. Mais ici, localement, on ne voit pas que le Sénégal, on n'en parle pas. Je ne sais pas actuellement, avec M. Mar, est-ce que dans vos activités, est-ce que vous prenez en compte cette partie? Merci beaucoup. Une excellente question, une excellente question. Et je vais vous donner 3 exemples que j'ai vécu personnellement pour vous montrer l'importance de la gestion des risques. Déjà dans la gestion de projets de transformation. Il est arrivé dans certains projets qui durent 2 ans ou 3 ans, en cours de processus, que le chef de projet soit appelé à d'autres fonctions ou que le chef de projet puisse décrocher une offre de service beaucoup plus intéressante. Ça, très souvent, dans l'administration, on a des projets qui durent 2-3 ans. Et ça, c'est très probable que ça arrive dans une organisation. Souvent, on ne prend pas le temps d'avoir des postures dans l'organisation qui peuvent suppléer le chef de projet. Et ça peut faire perdre très rapidement le projet 2 à 3 mois de transition entre le temps du passage et c'est très récurrent. Ça, c'est un élément. Deuxième élément de risque également, pour moi, on parle de transformation digitale, mais on oublie un élément fondamental, c'est le bénéficiaire, l'usager, le client. L'adhésion, la maîtrise de l'adhésion, entre autres, du bénéficiaire ou des parties prenantes et leur mobilisation, pour moi, elle est fondamentale du moins. Souvent, on l'oublie. La question également de l'investissement, c'est un élément de risque également. Souvent, sur les projets, à la base, on a des orientations, on a des visions, mais on sait que le projet, entre la phase de planification et la phase d'exécution jusqu'à la clôture, d'un point de vue budget, beaucoup de choses peuvent arriver. Et souvent, on ne prend pas le temps également de maîtriser ou d'essayer de maîtriser ce volet. La sécurité également, quand on parle de sécurité, c'est fondamental. Aujourd'hui, je donne un exemple. Moi, il m'est arrivé sous certains projets de vouloir avancer avec certains bailleurs de fonds. Ils nous demandent est-ce que même l'infrastructure, les outils, les serveurs qui abritent ces plateformes-là sont affiliés ou bien sont assurés, entre autres. Et souvent, on oublie, et ça, c'est fondamental dans certains projets. Pour vous dire que la gestion des risques, c'est un élément qui est important. On ne peut pas arriver à avoir une maîtrise de la planification, de l'exécution d'un projet de transformation digitale si on n'intègre pas la dimension risque dans la mise en œuvre. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Et peut-être également vous entendre sur ce sujet. Je suppose que vous êtes expert dans ça aussi. Ça pourrait être utile. Tout à fait. J'ai l'impression que Mamadou a une question piège. Hein? Il pose une question, mais en même temps, il est spécialiste du domaine. Heureusement qu'Omar a été très prudent. Alors, Mamadou, oui, un regard. Omar vous pose la question indirectement. Oui, en fait, moi, je vois que c'est quelque chose qui est très primordial. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas parler de transformation digitale sans pour autant prendre en compte l'aspect gestion des risques. Donc, moi, j'ai fait la remarque. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de dérouler des projets, mais derrière, surtout la partie sécurité. Parce qu'aujourd'hui, nos données personnelles, c'est quelque chose qui est très fondamental. C'est quelque chose à sécuriser. Je pense que tout à l'heure, tu en as parlé, c'est-à-dire les données des Sénégalais parfois sont traitées par des personnes qui ne sont même pas au Sénégal. Bien, nos données sont traitées à l'extérieur du Sénégal. Donc, c'est des choses à prendre en compte parce que l'indépendance, ce n'est pas seulement le pays, mais c'est-à-dire qu'on doit avoir une indépendance sur la gestion de nos données. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Bien, si tu as d'autres questions beaucoup plus précises, donc comme ça, je pourrais y répondre. Merci, merci beaucoup, Mamadou. Mamadou Nia, qui n'est pas l'international sénégalais Mamadou Nia, lui, il est sûrement dans le risque. Est-ce qu'on peut, Omar, si Omar est toujours bien entendu avec nous, on ouvre évidemment la parole à l'ensemble du public. Hein. On peut lever la main pour ceux qui souhaiteraient prendre
prendre la parole. Peut-être avant qu'on termine dans 5 minutes pile, on aura Babacar Niang, dont la prise de parole est essentielle au vu un peu au regard de sa maîtrise du sujet. Omar, après l'ADIE, après bien entendu, avec tout ce que vous faites au quotidien aujourd'hui, est-ce que vous avez des défis à relever? Si oui, quel est le principal défi auquel vous souhaiteriez vous attaquer aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, en termes de défis, c'est vraiment de faire monter en échelle nos deux cabinets, IP3 et KGM Consulting. KGM comme IP3 sont présents à Dakar. Récemment, on a créé KGM au Bénin parce qu'il y a des opportunités également à ce niveau. Mais l'autre défi, c'est d'avoir en tout cas des cabinets qui transcendent notre existence. Véritablement, c'est ça. Moi, je constate au Sénégal, et ça, je donne l'exemple souvent quand je suis avec des amis qui sont dans le secteur, il y a beaucoup d'entreprises qu'on entendait il y a 15 ans, il y a 20 ans. Aujourd'hui, on ne les entend quasiment pas. Et pour moi, le plus grand défi de notre génération également, c'est de faire des choses qui dépassent nos personnes, qui demain peuvent être portées par d'autres personnes. Ça, c'est véritablement ce qui nous anime particulièrement, moi et Abdou, dans tout ce qu'on est en train de faire. On essaye de partir à la base. Et déjà, je vous dis, à IP3, aujourd'hui, on a un effectif de moins de 40 personnes. Mais si vous regardez, la plupart, c'est des jeunes qui ont entre 5 et 7 ans d'expérience professionnelle. Et on les responsabilise. On les responsabilise surtout parce qu'on se rend compte qu'on peut avoir la vision, on peut avoir nos projets, mais in fine, ce n'est pas à nous de le faire jusqu'au bout. Donc, notre plus grand défi, c'est que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, que ces plateformes-là qu'on a mis en place, ces organisations, ces entreprises, je veux dire, pour être précis, puissent exister avec d'autres personnes et que ça aille encore plus loin. Et si on parvient à le faire, on peut véritablement être très content et fier de nous. Donc, ça, c'est par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, d'un point de vue personnel, pour moi, le plus grand défi qu'on peut avoir, c'est d'arriver à rendre heureux nos clients. C'est ça nos challenges, c'est ça qui nous anime aujourd'hui. Arriver à accompagner des clients. Récemment, on a accompagné la DER sur la plateforme NanoCrédit. Aujourd'hui, à la fin du contrat, le client il est content, il prolonge le contrat. Donc ça, pour nous, c'est un élément qui est important, au-delà de l'aspect pécuniaire. Donc, ce qui nous drive, c'est la satisfaction du client et également avoir un impact vis-à-vis de notre entourage direct et notre communauté. Voilà. À quand la fin du papier dans l'administration sénégalaise? Ça c'est une question de taille, c'est une question fondamentale. Mais je pense que pour y arriver, il y a des prérequis. Le premier prérequis, c'est l'identité digitale. Deuxième prérequis, c'est l'interopérabilité de toutes les plateformes. Troisième prérequis, c'est la connectivité à la fois au niveau de l'administration, mais par rapport aux usagers du service public. Il faut que le service public soit accessible et il faut que le service public soit aussi exigeant en termes de disponibilité de qualité comme l'est aujourd'hui certaines plateformes comme les GAFAM. L'usager du service public veut avoir accès à son service public en ligne comme il a accès à l'Internet, comme il a accès aux plateformes comme YouTube, et ainsi de suite. Mais si l'accès est difficile, si l'utilisation n'est pas conviviale, on se rendra compte qu'on aura fait beaucoup d'efforts, mais l'impact ne va pas suivre. Merci Omar. Alors, un mot peut-être non pas de conclusion, parce que ça va être un premier numéro d'une longue série avec vous pour voir un peu ce que vous faites, je dis vous au pluriel avec Abdou Diaw, aussi bien au niveau de KMG, d'IP3 et de KGM. Voilà, ce que vous faites pour nous, c'est important, d'autant plus que l'entrepreneuriat est à encourager, bien évidemment, dans notre pays. Un mot peut-être de conclusion ou de tagato? Ok, merci beaucoup. En tout cas, on remercie tous ceux qui sont connectés sur le panel et ceux qui ont pris la parole et pour les questions et également la contribution, en tout cas, des participants. Nous vous remercions et nous vous disons également à très bientôt, en tout cas avec Ousmane, sur d'autres sujets. Ce sera avec plaisir. Là, on fait beaucoup de choses. On n'est pas rentré carrément sur ce que nous sommes en train de faire sur certains sujets parce que le temps n'est pas favorable par rapport à ça. Mais plus tard, on reviendra en profondeur sur ce que nous faisons et nos actions sur le terrain. Mais comme je suis très curieux, alors rentrez un peu en une minute dans ce que vous faites, c'est important, Omar.
Alors, on fait de l'AMOA, et quand je parle de l'AMOA, je parle de tout ce qui est appui conseil. Abdou l'a dit tout à l'heure, que ce soit dans le domaine des PPP et de l'investissement, on accompagne des structures. Aujourd'hui, Abdou, il accompagne le CETUD sur tout ce qui est négociation pour arriver à rendre opérationnel le BRT très rapidement. À côté de ça, tous les outils qui vont avec, nous le développons. Tous les outils qui vont avec, nous le mettons en place. Nous avons accompagné l'État du Togo sur la mise en place d'une plateforme de suivi de l'équivalent de leur PSE que nous avons déployé, qu'ils utilisent depuis un certain temps. Au Bénin, je l'ai dit, nous sommes sur un projet gouvernemental avec un périmètre de 25 ministères et une dizaine d'agences. On a même ouvert nos bureaux là-bas pour accompagner au niveau local. Au Sénégal, nous accompagnons la DER depuis un an sur des plateformes sur lesquelles nous avons nos équipes au niveau de la DER pour accompagner les équipes de développement. Le ministère de la Santé du Sénégal, on est avec eux sur des projets stratégiques en termes de schéma directeur, mais également sur des plateformes à développer. Nous avons accompagné le WACF qui est une entité de la présidence de la République du Sénégal, sur pas mal d'outils de digitalisation. Nous avons un partenariat très direct et sincère avec Gaindé 2000, avec qui nous travaillons sur des marchés ensemble également. Nous accompagnons le Trésor du Sénégal sur la mise en place de la plateforme SUT, Système Unifié de Télépaiement. Bref, on est sur pas mal de sujets avec une équipe dynamique et véritablement, on sait que la capacité est là parce qu'on a beaucoup de capital humain au Sénégal. Après, le défi, c'est d'aller chercher les marchés. Ce que Abdou sait bien faire. Beaucoup de capital humain et beaucoup de capital tout court. Exactement. Capitaux, au pluriel. Capitaux, voilà. C'est exactement ça. Même si je sais que nos entrepreneurs aiment bien pleurnicher, hein, ça, cher Sarr peut en témoigner. Mais maintenant, quand l'heure vient de donner, disons, de donner un peu le chiffre d'affaires, là, on préfère tourner autour du pot. Omar à IP3, pour poser la question directement, on en est encore au milliard de chiffre d'affaires? Non, on n'est pas encore au milliard. On n'est pas encore au milliard, mais certainement très prochainement, pour faire sérieux. Je pense que cette année, on a pu multiplier par 2 notre chiffre d'affaires cette année. Et je pense que l'année prochaine, ça va. C'est lié au coronavirus, non? C'est lié au coronavirus, certainement, mais aussi, vous savez, les 2 dernières années, j'étais dans une période transitoire. Là, je suis en plein sur le cabinet. Ça donne également une bonne portée également. Voilà. En tout cas, merci Omar, merci Abdou Diao qui va suivre sûrement le replay. Merci à nos discutants, merci à l'ensemble du public. Merci de la compréhension surtout parce que exceptionnellement, ce panel a été fait à 16 heures sur demande de quelqu'un qui nous lâche au bon moment. Je taquine un peu, mais bien entendu, Omar, tout ce que l'on souhaite de pire en entrepreneur, c'est d'avoir des marchés, c'est d'être engagé dans des activités. C'est le cas pour Abdou. Bien entendu, c'est une très bonne nouvelle plutôt. Je vous retrouve, Inch'Allah, avec, bien entendu, d'autres acteurs le mercredi prochain. Inch'Allah, nous serons le mercredi 29 décembre 2021, si tout va bien. Et comme le Ousmane des après-midi de la tech, c'est aussi le Ousmane de la bande FM et de la télévision, je vous donne rendez-vous sur iRadio le dimanche prochain, Inch'Allah. Nous allons recevoir un grand monsieur qui s'appelle Ahmad Kama Omar, comme on parlait de cybersécurité. Ahmad Kama, pour ceux qui ne le connaissent pas, est l'étoile montante de la sphère des hackers, pour citer l'article du journal Le Monde, pour avoir craqué le dernier modèle de la marque automobile d'Elon Musk, hein, la Tesla 3. On sait que dernièrement, c'était la première voiture électronique vendue en Europe. Ahmad Kama, qui a juste 29 ans, a pu craquer ce modèle, cette voiture pour pénétrer carrément le système informatique avec son compère et acolyte chinois. Il viendra en exclusivité pour la première fois au Sénégal nous parler, bien entendu, de son regard sur la cybersécurité au Sénégal, en Afrique, la cybercriminalité également, parce que c'est différent. Et puis, nous en profiterons pour mieux faire connaissance avec lui. Donc, je vous donne rendez-vous doublement dimanche et mercredi prochain. Et d'ici là, bien entendu, je vous souhaite de passer une très belle fin d'après-midi ou de soirée, comme le monde est devenu très petit avec
différents fuseaux horaires. Bonne soirée et donc rendez-vous dimanche et mercredi. À bientôt. Allez, merci Ousmane. Ciao.